Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Un sujet de société qui est en train d'envahir depuis des mois notre quotidien, le mariage homosexuel, ou plutôt le fameux mariage pour tous. Encore diront certains, sauf que nous l'aborderons de façon différente, car notre interrogation première, c'est que le mariage homo est-il un leurre ? Derrière ce gadget sociétal de la gauche bobo, ne voit-on pas l'arrivée d'une théorie beaucoup plus dangereuse, la théorie du genre, la destruction des civilisations mise en place par des militants plus que par des chercheurs. Alors pour en parler, nous recevons une partie de l'équipe du journal Éléments qui vient de sortir un numéro spécial de 96 pages sur cette fameuse théorie du genre. Dans le studio, nous aurons Pascal Esséric, son rédacteur en chef, et nous aurons par téléphone David Lépée et le docteur Gérard Zhuang. Nous allons avoir au téléphone David Lépée qui a fait un article que j'ai trouvé un peu trop court, qui à mon avis doit être passionnant. Oui. David Lépée, m'entendez-vous ? Oui, je vous entends. Bonsoir et merci de répondre en direct sur Radio Courtoisie. Bonsoir, merci à vous. Alors, pour la revue Éléments, vous avez écrit un article croustillant et drôle sur la théorie du genre, car vous nous éclairez sur les travaux pratiques et pseudo-scientifiques des militants de la théorie du genre. En résumé, il fallait trouver dans de lointaines civilisations autres que la nôtre des exemples prouvant qu'une autre forme de modèle pouvait exister. Et nos militants vont se transformer en, je le disais avec humour, en Indiana Jones, anthropologues, pour servir leur cause. Et pour commencer, ils vont trouver dans Marx et Engels ce qu'ils cherchent. Oui, exactement. Ce qu'il faut bien se rendre compte, ces théories qui ont l'air très spéculatives parce que tellement éloignées de la réalité, c'est d'ailleurs ce qu'on leur reproche, elles sont pas là uniquement pour la beauté de la spéculation et uniquement pour justifier des subventions universitaires. Le but, c'est avant tout un but militant, c'est-à-dire un but lié à la pratique du militantisme. Et cette pratique, évidemment, c'est changer les rapports entre les sexes, changer les rapports sociétaux, et il faut donc d'une part que cette théorie débouche sur une pratique, et d'autre part, pour qu'elle soit crédible, qu'elle se fonde sur une pratique. Alors évidemment, comme on a parfois de la peine à voir, tant il est vrai que ces théories farfelues ne correspondent pas à la réalité que nous connaissons, il est important de les appuyer sur des exemples réels. Alors ces exemples, évidemment, ce ne sont pas ceux que nous vivons, mais ce sont d'autres exemples qui peuvent exister ou ailleurs, dans l'espace, ou ailleurs dans le temps. C'est-à-dire qu'il y aura une démarche, comme je l'explique dans l'article, une démarche qu'on pourrait dire généalogique, ou historique, voire préhistorique, c'est-à-dire imaginer ou trouver un peuple ancien qui aurait vécu selon d'autres modalités, ou alors anthropologique, ethnologique, ce qui est plus difficile, trouver un peuple existant réellement aujourd'hui, malgré la mondialisation, malgré l'unification du monde, et qui est vraiment des mœurs complètement différentes. Alors certaines vont aller étudier dans des tribus lointaines que vont-elles trouver, comment leurs théories vont être-elles perçues par les anthropologues classiques ? Alors, les anthropologues classiques, c'est difficile à dire. On a effectivement commencé à Marx et Engels, et là, je précise tout de suite que Marx et Engels, qui sont deux philosophes de grand mérite, et que je n'ai surtout pas envie de les classer dans les théories du genre, d'une part parce qu'ils en sont antérieurs, mais d'autre part parce qu'évidemment ils valent mieux que ça, ils sont au-delà de ça, ont pu être récupérés au même titre, je dirais, que tous les penseurs critiques du patriarcat. Or, la critique de la critique du patriarcat à la théorie du genre, il y a quand même un sacré pas que eux vont franchir allègrement en interprétant toujours la pensée d'hier en fonction des critères, des modes du temps. Mais effectivement, Marx et surtout Engels, à travers son ouvrage sur la critique de la propriété et de la famille, va poser les bases très importantes dans le marxisme d'une théorie selon laquelle il y aurait eu un matriarcat originel, en fonction de quoi tout se serait dégradé par la suite avec l'arrivée de la propriété privée, avec cette association matriarcat originel paradisiaque égale situation pré-capitaliste, égalitaire, harmonieuse et idyllique, et ensuite l'arrivée du patriarcat, c'est le capitalisme, la propriété privée et la décadence sur tous les plans avec les inégalités qui s'en suivent. Jusque-là, évidemment, il n'y a pas de quoi remettre en cause beaucoup plus fondamentalement que ça le rapport entre le genre et le sexe, mais beaucoup de théoriciens modernes, c'est-à-dire surtout à partir des années 70, vous avez parlé sans doute de Judith Butler ou d'autres, oui, vont s'appuyer là-dessus pour les remettre en cause en disant si cela est vrai, alors il est possible de vivre autrement, puisque le grand principe de ces théoriciens du genre, comme de tous les culturalistes en général, ils ont l'impression qu'une fois qu'ils ont prouvé que quelque chose était culturel et non pas naturel, le combat est gagné. Sous-entendu,
entendu, si ces différences entre les sexes ne viennent pas de la biologie et du sexe biologique, mais de la culture, alors ça veut dire qu'on peut les remettre en cause. La question de savoir s'il est souhaitable ou non de le faire, s'il est possible socialement ou non de le faire, ne les intéresse pas beaucoup. Alors, vous parlez alors il y a une féministe ethnologique qui s'appelle Alexandra Kollontai. Vous avez un mot sur cette nouvelle prêtresse? Non, pas nouvelle, mais... Non, enfin nouvelle, je veux dire, à ce moment-là, c'est dans les années 20 qu'elle va commencer à faire des conférences sur le sujet. Excusez-moi, j'ai pas compris de qui vous parliez. De Alexandra Kollontai, je ne sais pas comment on le prononce exactement. Oui, Kollontai, oui. Ah oui, bon, ça, là aussi c'est une auteure intéressante. Oui. Là, on en a parlé sous ce plan-là, mais c'est quelqu'un que j'admire, qui est une grande syndicaliste, qui est une féministe aussi, je dirais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire dans le cadre de la lutte contre les inégalités salariales et de droit, qui est effectivement une politicienne pionnière dans son domaine, mais qui effectivement, que quelque part, avec l'histoire, s'est laissé dépasser par sa théorie et a aussi fait une généalogie de la condition féminine, une généalogie des sociétés, en évoquant notamment la manière dont les femmes auraient été à la base de toutes les innovations de l'histoire humaine, depuis la découverte du feu jusqu'à l'invention de l'agriculture, croyance qu'elle partage d'ailleurs avec Simone de Beauvoir, en passant par le passage à la station bipède, et tout ça argumenté de manière assez intelligente, sophistique diront certains, mais ça se lit assez facilement. C'est assez amusant. Ça retire pas le mérite de cet auteur, mais dès qu'elle s'attaque à ça, évidemment, on rentre dans l'idéologie, oui, plus que dans la généalogie scientifique. Oui, je voudrais citer Pascal Esseric. Oui, je voudrais citer parce que David Lépée cite donc Alexandra Kollontai, cite la situation de la femme dans le communisme primitif, et donc elle écrit: dans les situations où notre ancêtre à quatre pattes devait se défendre contre les attaques ennemies, la femme apprit à se protéger d'un seul bras, tandis que de l'autre elle tenait fermement son petit contre elle, qui s'agrippait à son cou. Elle ne put cependant réaliser cette prouesse qu'en se redressant à demi, ce qui développa par ailleurs la masse de son cerveau. Voilà, il faut ajouter la phrase suivante que je n'ai pas citée, et alors je suis pas assez connaisseur pour savoir si c'est valide sur le plan scientifique, mais c'est que la position bipède, c'est ça qui est à la source de la douleur de l'enfantement chez la femme humaine, en comparaison avec la guenon, par exemple, qui, en étant restée sur ses quatre pattes, enfante sans douleur. Donc à vérifier, parce que les sciences naturelles ne sont pas mon domaine, mais disons, il y aurait une espèce de presque de néo-primitivisme digne de la condamnation du péché originel. Alors, vous citez aussi Margaret Mead, qui, elle, va aller faire quasiment des enquêtes en Océanie sur certains peuples. Oui. Alors, c'est exactement ça. Et ça, quelque part, je dirais que même si on en rit, elle a plus de mérite parce que c'est facile d'inventer, comme l'ont fait certains, comme l'ont fait Margaret French, par exemple. Imaginez un passé mythique, plusieurs millions d'années en arrière, en Mésopotamie. C'est beaucoup plus difficile de trouver un peuple existant hic et nunc et de voir comment alors qu'ils fonctionnent différemment. C'est la spécialité des ethnologues, mais parfois ils vont de mauvaise surprise en mauvaise surprise. C'est aussi ce qui est arrivé à Margaret Mead, parce que finalement son livre aujourd'hui ne peut plus être pris au sérieux parce qu'on sait, grâce à des recherches ultérieures, que les indigènes d'Océanie qui se sont prêtés à ces recherches se sont un petit peu amusés avec elle, ce qui fait que ces observations n'ont pas beaucoup de valeur scientifique. Mais elle a étudié 3 peuples dont je vous épargne les noms parce que je ne serais pas sûr de les prononcer juste. Et alors c'est vraiment c'est magnifique comme une fable, tellement tout ça est bien construit, puisqu'on a 3 peuples vraiment distincts. Il y en a où ce sont les valeurs qu'on appellerait chez nous masculines ou viriles qui dominent, un autre où c'est au contraire les valeurs féminines, donc ce qu'on appelle chez nous les valeurs féminines et qu'elle conteste mais qu'on appelle comme ça pour la commodité du discours, c'est-à-dire la douceur, la compréhension, la pacification, ce genre de choses. Les arapèches, c'est ça, David Lépée? Voilà, oui. Les arapèches. Les premiers, c'était les Mundugumor. Voilà, Mundugumor, Arapèche et les... Chambouli. Je sais plus comment ça... Voilà, très bien, vous ôtez les mots de la bouche. et le troisième, justement, il est un peu comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il y a une distinction
de genre, comme on dirait, sauf que cette distinction de genre est inversée. Ce qui sert son discours, parce qu'on se dit, si le genre est inversable, c'est que le genre est une construction culturelle, donc on peut l'inverser, nous aussi, ou l'abolir, ou le changer comme on veut, et que le seul critère qui doit nous faire décider de ce changement, c'est de voir si ces peuples réellement existants vivent mieux. Et la réponse qui est sous-entendue, c'est oui, tout ça est très harmonieux, et donc faisons cet effort-là en dépit de siècles et de millénaires de déterminisme et de conditionnement. On se retrouve toujours dans ces théories un petit peu totalisantes, voire totalitaires, de l'humanité comme une page blanche sur laquelle on pourrait construire à peu près ce qu'on veut, et où finalement tout est dans la nature, ce qui n'appartient pas à la nature peut être changé, et où l'histoire n'a aucun poids. Et je pense que ce que nous pensons nous, enfin vous en demanderez l'avis de Pascal Esric là-dessus, mais c'est que même si c'est vrai, et ça Alain de Benoît le dit bien dans le dossier en disant il ne s'agit pas de nier qu'il existe quelque chose qui s'appelle le genre, mais même si c'est vrai, ça ne prouve encore rien, et surtout ça ne prouve pas au niveau de la praxis, ça ne prouve pas la légitimité, l'utilité ou le bienfait qui résulterait d'un changement radical de ça, parce que l'histoire a aussi un poids qui n'est certes pas le poids de la biologie, mais qui est quand même très important. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans votre conclusion, vous faites un parallèle de ces intellectuels avec les philosophes du XVIIIe et la figure du bon sauvage. Oui, c'est-à-dire, c'est toujours l'autre qu'on idéalise. Bon, ce qui était assez drôle avec les philosophes du XVIIIe, de Diderot à Bougainville, c'est que finalement cet autre, on le regardait toujours de loin. C'est un petit peu, c'était aussi le cas d'un certain tiers-mondisme de gauche bourgeoise à un moment donné, c'est-à-dire d'idéaliser, de parer l'autre de toutes les vertus, en se gardant bien d'en faire partie, parce que quand même, parce qu'on tenait quand même à nos propres mœurs, à notre confort moderne, à nos préjugés, comme ils le disaient eux-mêmes, et il est évident que le bon sauvage pour le philosophe mondain du XVIIIe était tellement autre qu'il pouvait faire l'éloge sans risque qu'on lui demande de se joindre à ses tribus et de s'habiller avec des peaux de banane. Donc il y a un petit peu ça, on voit des mouvements qui se développent aujourd'hui, il y a un petit mouvement, je vais leur faire plaisir en parlant d'eux, parce qu'ils pèsent ce qu'ils pèsent, mais qui s'appelle le mouvement matricien, qui est très présent sur Internet, qui donnera même, je crois, une conférence à Paris la semaine prochaine, des gens que je considère presque comme une secte, mais qui sont vraiment complètement accrochés à cette idée du matriarcat original, qui se revendique d'Engels, de Baroffen, de la tribu Mosuo, qui est une tribu matriarcale en Chine. Et il y a tout d'un coup une mode qui revient là, à la fois du côté des féministes ultra, et à la fois même du côté d'une extrême droite très marginale. Et voilà, comment dire, ce sont les nouvelles catégories de l'underground intellectuel qui fleurent aujourd'hui. Merci à vous, David Lépée. Je crois que vous êtes en pleine répétition de théâtre. Peut-être un mot sur votre pièce. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de jouer en ce moment? Je suis en costume là, je suis en jabot. Alors on commence jeudi, on prépare une pièce de Goldoni, donc le dramaturge italien, qui s'appelle Le Bourru bienfaisant, qui est donc une comédie de mœurs sur la situation d'une famille aristocratique à la fin de l'Ancien Régime qui a quelques problèmes d'argent. Voilà, c'est une troupe de théâtre amateur, mais si vous êtes du côté de la Suisse romande et de Neuchâtel, ça commence jeudi et c'est jusqu'au 2 décembre. On mettra les liens sur le site de la Vieille Europe. Merci à vous et puis bonne répétition.